Bien, nous allons reprendre donc les débats qui ont été très très riches ce matin, et on a tenu pour poursuivre la journée à consacrer une table ronde sur les besoins d'études et de recherche. C'est bon? Donc on a voulu poursuivre donc les débats avec une table ronde sur les besoins d'études et de recherche, et c'est la raison pour laquelle nous avons convié donc Delphine Serre, qui est professeure de sociologie à l'université de Paris-Cité, qui alors n'est pas chercheur au printemps, mais au centre de recherche sur les liens sociaux. Ça change un peu. On change dans l'après-midi, voilà. Qui donc a eu a suivi les ateliers qui ont été animés donc par Delphine Chauffour entre mai et juin, et qui donc reviendra sur justement les nouveaux axes de recherche. Mais avant son intervention, on a souhaité entendre Stéphanie Nedvaucher, qui est professeure de droit public à l'Université de Nanterre, qui est directrice du centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux et membre senior de l'Institut universitaire de France, pour nous parler un petit peu du genre et du droit, et surtout de la manière dont le droit s'est saisi de la question du genre. Merci beaucoup, Victoria. Merci à l'IERDJ pour l'organisation de cette journée. J'ai trouvé la matinée absolument passionnante, et je suis vraiment ravie d'intervenir aujourd'hui, d'abord parce que ça m'a permis d'entendre tout ce qui s'est dit ce matin, et puis parce que je suis évidemment très contente toujours de répondre à l'invitation de l'IERDJ qui, comme je vais commencer par le rappeler, a été un compagnon de route important pour de nombreux projets dont j'ai eu la responsabilité ou auxquels j'ai été associée, et qui permet en fait de donner une réponse rapide et en un mot à la question par laquelle tu m'as tendu le micro, qui est de dire comment est-ce que le monde du droit, le monde académique, le monde universitaire du droit s'est saisi de la question du genre. Ben, en fait, la réponse très simple et en un seul mot, c'est, enfin en trois mots, c'est de manière très récente. C'est effectivement, je crois, la caractéristique première de la rencontre entre, disons, le concept de genre comme catégorie d'analyse et les travaux de recherche menés par les juristes ou sur le droit, disons. Alors, je l'ai dit, l'IERDJ a, de ce point de vue, en l'occurrence, joué un rôle vraiment important, puisque je voudrais parler en premier d'un projet de recherche important soutenu par l'IERDJ ainsi que par l'Agence nationale de la recherche, qui était le projet Régine. Alors Régine, c'était un très bel acronyme pour recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe, et donc qui est un collectif de recherche qui a réuni 30 à 40 chercheurs et chercheuses, et, et qui a donc vraiment bénéficié du soutien tout à fait déterminant de l'ANR et de l'IERDJ. Alors, je ne vais pas vraiment m'attarder sur le cœur du projet ou sur le contenu du projet, mais je voudrais juste quand même dire quelque chose sur l'importance pour des thématiques de recherche, notamment quand c'est des thématiques un peu nouvelles, ou en tout cas des approches un peu nouvelles, de bénéficier justement d'un soutien institutionnel, pas seulement pour des raisons prosaïques, financières, mais aussi parce que ça permet en réalité d'institutionnaliser, de structurer, de visibiliser, de légitimer, et c'est très important. Et en tout cas, pour nous, ça a joué un rôle très important. Alors, bien sûr, le projet de recherche, sur le plan prosaïque, bah, évidemment, voilà, il a été actif, il a existé. Donc ça, c'est déjà un résultat en soi. Comme tout projet de recherche, on a produit des ouvrages en quantité, etc. Donc bon, ça, c'est très bien. Mais surtout, voilà, ça nous a donné vraiment une sorte de visibilité, de légitimité, qui nous a permis, par exemple, assez tôt, c'est-à-dire vers 2013, parce que le projet, il a commencé en 2011, et je crois qu'à partir de 2012 ou 2013, on a obtenu une chronique annuelle qui continue d'exister aujourd'hui au recueil Dalloz. Donc, chaque année, il y a un texte assez long qui s'appelle Droit et genre, et qui fait un peu le point sur voilà, les questions importantes juridiques, bien sûr, qui méritent d'être analysées, d'être signalées du point de vue des questions de genre dans l'année.
Et ça, c'était quand même assez important parce que, au risque d'enfoncer une porte ouverte, je dirais que, disons que le monde de l'édition juridique n'est pas exactement radical et que voilà, ces aspects d'institutionnalisation et de légitimation qui vont avec le fait d'avoir des partenaires institutionnels à l'appui d'un projet de recherche, c'est vraiment très important pour pas que le rédacteur en chef du recueil Dalloz vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre en disant bah en fait ça serait bien que vous nous accompagniez et que au passage vous soyez la première revue juridique professionnelle à avoir en fait une chronique annuelle sur les questions droit et genre. Et sauf erreur d'ailleurs, je crois que ça demeure le seul, le recueil Dalloz. Je voudrais également dire, et je ne vais pas parler que de Régine, mais que donc ce projet a été lancé en 2013. L'année dernière, en novembre 2023, là encore, avec le soutien de l'IERDJ, on a organisé un colloque à l'occasion des 10 ans du projet. Mais colloque dont je veux dire 2 mots parce que il nous a permis de comprendre quelque chose d'important. Puisque ce colloque, on l'a organisé sur la base d'un appel à communication, donc chose classique chez les universitaires. Tous les chercheurs et chercheuses qui souhaitaient venir présenter des travaux étaient invités à se manifester, à dire voilà, moi, vous ne me connaissez pas parce que je suis doctorant dans une université dans laquelle je n'ai pas eu l'occasion d'interagir avec vous, mais j'existe, j'ai tel terrain, telle chose à présenter. Et donc, le but de l'opération, c'était vraiment ça pour nous, c'était d'essayer de prendre la mesure du nombre de personnes intéressées. C'est-à-dire, en gros, 10 ans après que nous, on ait lancé notre petite aventure, qu'est-ce qu'il en était, quoi? Combien de personnes avaient un peu été montées un peu dans le train et travaillaient avec le concept de genre sur des questions juridiques. Et de fait, on a reçu plus de 100 réponses, dont beaucoup émanant de jeunes et très jeunes chercheurs. Et donc ça a été vraiment, voilà, d'abord très réjouissant, mais au-delà, en fait, ça nous a donné une sorte de deuxième énergie, puisque bien sûr, le projet lui-même, contrat de recherche, il était terminé depuis plusieurs années, mais ça nous a convaincus que même si le monde de la recherche juridique n'y était venu que tardivement, il s'intéressait aujourd'hui assez résolument à la question du genre, au concept de genre, comme le montrait toute cette nouvelle génération de jeunes chercheurs et chercheuses. Et du coup, et j'en finirai là pour j'en finirai là pour ce qui est de ce qui s'est ancré au fil des ans dans le sillage de Régine. Mais du coup, on a créé une revue. À la suite du colloque, on s'est dit, bah, en fait, le terrain est mûr, on va, parce qu'évidemment, la grosse crainte quand on crée une revue, c'est d'avoir jamais de papier soumis. Enfin, et effectivement, on ne peut pas créer une revue dans un champ qui n'existe pas, quoi. Mais là, on s'est dit que voilà, c'était mûr, c'était tout à fait possible. Donc, c'est une revue en ligne qui s'appelle Intersection au pluriel, revue semestrielle genre et droit. Je crois là encore que c'est la seule revue française qui directement travaille sur genre et droit. Et donc, voilà, donc ça me paraissait important de dire ça parce que c'est vraiment tout ça, ça a été permis. En fait, on ne peut pas toujours faire de la recherche juste tout seul dans son coin devant son ordinateur. On peut déjà faire des choses formidables, mais malgré tout, il y a des choses qui se passent. Il y a un effet d'accélération, de légitimation, d'institutionnalisation quand on peut, comme ça a été notre cas, bénéficier de partenaires institutionnels. Alors après, comment essayer de répondre à la question posée, c'est-à-dire quelles seraient ou quelles sont les grandes lignes de la recherche sur genre et droit, un peu en écho à la manière dont la matinée a duré, je pourrais dire qu'il y a en fait 2 grandes perspectives dans lesquelles travaillent les chercheurs et chercheuses qui mobilisent le concept de genre en travaillant sur le droit. Une perspective peut-être, disons, des professions, ou nous on dirait plutôt des institutions et organisations du droit, d'une part, et une perspective plus classique de l'analyse substantielle des règles de droit et de leur interprétation, d'autre part. Alors, sur les institutions, institutions au sens large, hein, institutions politiques, professionnelles et d'autres. Bon, je passerai peut-être un petit peu plus rapidement parce qu'il me semble que ce que j'ai à dire en fait fait beaucoup écho à des choses qu'on a entendues ce matin. Mais juste quand même pour rappeler que les institutions, les organisations gagnent beaucoup à être travaillées au prisme du genre. Ça nous amène à nous interroger. D'abord, comme ça a été dit ce matin, évidemment, du point de vue de leur féminisation ou non, je ne reviens pas, on a eu beaucoup de données là-dessus.
on peut voir beaucoup de choses en se posant juste la question historique, de structuration, etc., sur la féminisation d'une organisation, par exemple. On peut aussi travailler de manière plus dynamique, alors soit historique, c'est-à-dire vraiment vraiment en se plaçant dans une perspective historique, c'est-à-dire quand est-ce que le Parlement ou telle ou telle autre organisation, institution se féminise, selon quelle dynamique et avec quels effets de déplacement, parce que par exemple, il y a beaucoup de travaux sur, par exemple, la diffusion des mécanismes de parité et d'exigence d'une représentation équilibrée dans toute une série d'organisations, qui montrent bien que très souvent, ces mécanismes ont un effet bénéfique immédiat. Et puis, assez vite, en fait, les acteurs du champ comprennent qu'il faut déplacer le pouvoir quelque part qui n'est pas atteint par les mécanismes paritaires, quoi. Donc la dimension historique, elle est évidemment importante pour saisir ces dynamiques-là. La perspective comparative, elle est aussi très importante. Je pense à d'autres travaux ou collègues qui, par exemple, voilà, administrativistes qui s'intéressent à la catégorie des autorités administratives indépendantes. Par exemple, travailler à partir de la question du genre, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui permet de montrer que peut-être l'effet de catégorisation efface des distinctions très importantes et qu'on ne va pas du tout avoir le même type de composition, de responsabilité, de pouvoir, de compétences juridiques, selon qu'on est l'autorité des marchés financiers ou le contrôleur général CGLPL, des lieux de privation de liberté. Merci. Donc voilà, ça peut être des choses assez intéressantes. Une autre chose sur laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger ou de voir des travaux ou de participer à des travaux récemment qui me paraît très très intéressant du point de vue des organisations, des institutions, des entreprises, que sais-je, c'est vraiment la question des règles de fonctionnement interne. Alors, pour celles et ceux d'entre nous qui nous intéressons aux questions de genre et de droit, je formule l'hypothèse que les règlements intérieurs aujourd'hui, c'est vraiment le continent des règles sexospécifiques et bourré de stéréotypes de genre qui passent complètement sous les radars parce que personne ne s'intéresse au règlement intérieur parce que c'est vraiment l'échelle la plus basse de l'intérêt de la normativité juridique. Mais je pense qu'il y a là véritablement un continent à explorer qui est tout à fait passionnant. Moi, je viens de terminer une étude sur les règlements, enfin sur un échantillon de 250 règlements intérieurs d'établissements scolaires, publics, privés, laïcs, confessionnels, etc. Et rien qu'en regardant les règles relatives aux tenues vestimentaires, enfin, je peux vous assurer que c'est absolument magnifique. Je ne résiste pas au fait de vous dire qu'il existe un établissement public scolaire en France dans lequel le règlement intérieur comprend un petit destin d'un garçon et d'une fille avec un bandeau orange pour bien montrer sur la fille jusqu'où elle doit impérativement être couverte. Donc voilà, et c'est un collège public. Enfin, donc il y a vraiment, voilà, là il y a, je pense, dans les règles de fonctionnement intérieur, des règlements intérieurs, etc. Il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Je pense qu'on peut creuser sur quand on s'intéresse justement, voilà, aux institutions, aux juridictions, aux organisations, etc. Deuxième grande perspective, donc pas regarder forcément les institutions, mais regarder le droit, les règles de droit substantielles. Je reviens un instant sur le projet Régine, parce qu'au moment où on l'a pensé et où on l'a porté, on était très attachés vraiment à ne pas produire que des études sur les points sur lesquels on était, si je puis dire, attendu. C'est un projet de recherche sur le genre, donc évidemment, on va parler de droits reproductifs, on va parler d'AMP, on va parler d'identité de genre. Aujourd'hui, on dirait évidemment, on va parler de violence de genre. En fait, en 2011, on n'en parlait pas tellement. Donc, ce n'était pas évident. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels on est attendu quand on dit qu'on travaille sur le genre. Et en fait, nous, on s'est vraiment beaucoup attaché. Alors, ce n'est pas évidemment pour dire que ces sujets-là ne sont pas importants, hein, mais on s'est beaucoup attaché à affirmer la pertinence de l'approche genre en général. Et donc, justement, pas seulement sur celles des questions qui sont construites ou perçues dans le débat public comme étant des questions de genre. Et en d'autres termes, on a voulu essayer de développer des études montrant l'intérêt du concept de genre pour l'analyse des finances publiques, du budget, des catégories techniques du droit de la responsabilité, le préjudice, la causalité, etc. La pratique des distinctions honorifiques, les règles techniques du droit de la filiation,
le droit patrimonial de la famille. Alors, au même moment, il y a effectivement le collectif 11 qui a produit aussi énormément de travaux extrêmement riches là-dessus, ou des principes constitutionnels complètement transversaux. Moi, je travaille beaucoup sur la laïcité. Bon, il y a beaucoup de choses à dire du point de vue d'une perspective de genre. Et ça, je crois que c'est vraiment une des grandes leçons, en tout cas pour moi, de ces années de recherche dans ce champ-là. C'est vraiment la leçon selon laquelle il est très important de ne pas cantonner l'utilité du concept de genre à la recherche sur les questions de droits des femmes, de minorités de genre, etc. Je crois vraiment que toutes les branches du droit, toutes les catégories juridiques peuvent être interrogées du point de vue de la manière dont elles reposent sur, de la manière dont elles véhiculent, perpétuent, légitiment des rapports de domination, de hiérarchie, d'inégalité qui sont articulés au genre. Et là-dessus, je voudrais préciser, en écho à un point qui a été soulevé ce matin, que ce genre qui réside bien souvent au cœur de l'application inégalitaire, différenciée, stéréotypique du droit, il est important évidemment de l'appréhender dans un sens ouvert, intersectionnel. Alors, il y a énormément il y a énormément de manières dont on peut éclairer l'importance qui s'attache à ça. Un exemple qui m'est venu en préparant mes remarques pour aujourd'hui, c'est par exemple qu'on a beaucoup parlé d'avortement, évidemment, tous ces derniers mois, à la faveur de la constitutionnalisation opérée en 2024. Alors ça, c'est clairement un sujet droit des femmes. Mais en réalité, c'est aussi un sujet où le régime juridique de l'encadrement de l'avortement a eu et a produit et continue de produire des effets de classe extrêmement important. Depuis la loi Veil qui refusait la prise en charge par la sécurité sociale jusqu'au fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on a une prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Mais quand on regarde, en fait, la manière dont l'avortement n'ouvre pas droit à certains congés qui existent dans la trajectoire professionnelle ou qu'il y a des règles de carence spécifiques qui s'appliquent, en fait, on voit que ça continue à être construit comme un acte tout à fait différent. Par exemple, vous avez des délais quand vous êtes impliqué dans une procédure d'AMP en termes de droit du travail que vous n'avez pas. Pardon, pas des délais, des congés que vous avez quand vous êtes impliqué dans une procédure d'AMP du point de vue du droit du travail, auquel vous n'avez pas du tout droit lorsque vous avez à aller au travers d'un avortement. Donc, je crois c'est vraiment très important de toujours articuler ces questions de genre aux différents autres facteurs de domination, hiérarchie, inégalité, etc. Et ça se voit évidemment, j'ai pris cet exemple-là, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Donc en gros, genre et droit, c'est toutes les branches du droit, toutes les catégories juridiques, l'invitation à mobiliser un concept fort ou épais de genre. Je crois que c'est aussi travailler sur le genre, enfin travailler avec le concept de genre sur le droit, c'est aussi, me semble-t-il, mobiliser un outil qui permet de faire apparaître des choses. Et donc, c'est-à-dire de révéler l'importance d'un certain nombre de points qui ne sont pas immédiatement visibles quand on regarde le droit. C'est-à-dire que souvent, les juristes, c'est normal, on travaille sur ce que dit le droit. Mais en réalité, c'est aussi important de travailler sur ce que le droit ne dit pas, c'est-à-dire ce à quoi une institution ne s'intéresse pas, ou ce qui, par l'effet très spécifique de la langue du droit, est l'effet simultanément incluant et excluant de n'importe quelle catégorie juridique. Quand vous créez une catégorie juridique, vous dites par exemple un citoyen c'est ça, bon, bien sûr c'est incluant puisque tous ceux que vous faites citoyens sont inclus dans la catégorie de citoyens, mais par hypothèse, par nécessité, c'est aussi une catégorie excluante. C'est-à-dire que la catégorie de citoyen, sa seule existence fait naître des non-citoyens. Et donc, c'est très important parce que ça permet de comprendre que quand la règle de droit dit quelque chose, il y a aussi toujours simultanément quelque chose qu'elle ne dit pas vraiment, quoi. Et donc, souvent, mobiliser le concept de genre sur cet aspect-là, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement heuristique. Alors, ça peut marcher qu'on s'intéresse à une institution ou à une règle de droit. D'ailleurs, Yael, ce matin, nous montrait que poser ce type de questions, c'est se donner les moyens de travailler sur les 20 mineurs incarcérés en France. C'est vraiment ce qui est oublié, ce qui est invisibilisé, ce qui n'apparaît pas ou apparaît difficilement.
mais c'est aussi, si on songe par exemple, alors beaucoup de magistrats dans la salle qui travaillent dans des juridictions, je pense que si on regarde le budget d'une juridiction, si on regarde je sais pas, la liste des personnels d'une juridiction, il y a toute une catégorie de personnel qu'on va probablement plus voir, qui sont probablement les agents de nettoyage, parce que probablement, en fait, c'est quelque chose aujourd'hui, une activité qui est massivement externalisée dans les services publics, qui est pourtant absolument crucial. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire fonctionner des écoles, des juridictions, des hôpitaux, des universités sans personnel de nettoyage. Et donc, en fait, c'est très intéressant en fait de voir nos institutions fonctionnent. Pour qu'elles fonctionnent, il y a toute une série de tâches, de choses qui sont absolument nécessaires. Et en réalité, elles sont souvent rendues un peu invisibles parce que, par exemple, là, elles ont été externalisées, donc on oublie un peu. En réalité, il y a des travaux très, très intéressants qui commencent à se faire sur justement l'importance du nettoyage dans le fonctionnement alors des services publics, on pourrait dire de la société en général telle qu'on la connaît, mais déjà des services publics. C'est très, très intéressant. Il y a des spécialistes de droit des contrats publics qui établissent que, en fait, c'est des contrats d'externalisation vraiment low cost, qu'il y a des protections absolument minimales. Enfin, donc c'est invisible pour plein de raisons. C'est-à-dire que c'est aussi pas du tout la Rolls-Royce du contrat administratif, quoi, le contrat de nettoyage. Donc voilà, je crois que ce type d'interrogation, ce type de perspective, c'est une invitation à prêter attention à ce qui est volontiers invisibilisé, marginalisé dans le fonctionnement des institutions, dans les règles de droit avec cet effet inclusion-exclusion. Alors, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je m'arrête là. Je dirais juste deux choses alors pour terminer, mais vraiment très vite, parce qu'il me semble qu'un des intérêts aussi du dialogue entre les professionnels du droit, l'IERDJ, les chercheurs, c'est aussi de voir comment on peut travailler bien ensemble. Et de ce point de vue, je crois qu'une des choses qui peut être très importante, c'est pour l'IERDJ, mais pour l'ensemble des autres acteurs de la conception, de l'accompagnement et du financement de projets de recherche, c'est déjà de mainstreamer vraiment complètement la question du genre dans les appels à projets. C'est-à-dire, je crois que moi, je suis régulièrement, évidemment, tous les rapports qui sont rendus, toutes les recherches que vous accompagnez. Je crois que, enfin, en cohérence avec ce que je viens de dire, je crois qu'à peu près dans tous les cas, inviter les équipes de recherche à inclure cette dimension-là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'en terminerai, vous me le pardonnerez, mais l'actualité politique, notamment transatlantique, fait que je ne peux pas ne pas le dire. Je crois que voilà, l'IERDJ, tous les acteurs qui accompagnent les chercheurs ont aussi vraiment un rôle pour justement nous permettre d'affirmer la légitimité, l'importance de ces questions-là face à toutes sortes de menaces dont on sait qu'elles pèsent précisément sur les libertés académiques en général, mais aussi sur celles et ceux d'entre nous qui mobilisent ce type d'outils critiques en particulier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Effectivement, le droit offre des perspectives inattendues, y compris à travers les contrats de nettoyage, j'étais à soupçonner. Je vais donner la parole tout de suite à Delphine Serre pour justement nous parler de nouveaux axes de recherche qui ont un petit peu émergé dans le cadre des ateliers. Et puis si effectivement on regarde des débats de ce matin, d'autres pistes vont encore éventuellement émerger. Merci. Ça marche? Oui. Alors, je voudrais remercier l'IERDJ et particulièrement Delphine Chauffeau d'avoir organisé ces ateliers la journée d'aujourd'hui avec passion et efficacité, à la fois parce que ce sont des moments rares pour croiser les regards entre chercheurs, chercheuses et praticiennes, mais aussi parce que ça permet de faire le point sur toutes les recherches qui ont été menées sur ce thème-là. Ça a déjà été dit plusieurs fois, ce sont des recherches qui sont récentes et qui sont assez éparpillées. Donc, il y a eu un gros travail de synthèse, de faits. Pour mes mots, en France, la sociologie du droit et de la justice, pendant longtemps, s'est plutôt intéressée aux inégalités de classe, notamment dans la continuité des travaux de Michel Foucault.
Alors qu'aux États-Unis, dès les années 70, il y a eu toute une tradition théorique pour regarder à la fois les inégalités de genre, de classe et de race. Et aux États-Unis, contrairement à la France, il y a depuis ces années-là déjà plusieurs revues qui sont spécialisées sur les questions de justice et droit. Alors, ce développement tardif amène un peu à réfléchir aux difficultés que rencontrent les approches qui s'intéressent aux questions de genre, droit et justice. Et donc, je vais partir de là pour voir comment ces difficultés sont surmontées et comment voilà, on peut poursuivre les recherches. Alors, je suis dans une position un peu quand même particulière et étrange parce que j'ai participé aux ateliers. Donc, voilà, j'ai déjà beaucoup donné en quelque sorte d'idées. Donc, ça va sans doute être un peu répétitif et je vais essayer de ne pas trop répéter, mais je vais sans doute beaucoup reformuler des choses qui ont déjà été dites. Alors, je vais commencer par le premier axe qui nous a occupé aujourd'hui autour des inégalités de genre dans les professions de la justice et du droit. Juste pour rappeler, ça a été dit que ce questionnement est relativement récent. Du côté de la magistrature, pendant longtemps, c'est Anne Boisjol qui a porté cette question de façon un peu solitaire jusqu'à ce que Johan Desmolly et Laurent Villimès, du coup, la reprennent. Mais dans tous les travaux sur l'organisation judiciaire, en fait, c'était une question complètement aveugle. Cette cécité aussi du côté des professions plus libérales et réglementées. Donc, on a vu qu'il y avait dans les 15 dernières années un peu des travaux là-dessus, mais jusque-là, ce n'était pas une question. S'explique de deux façons. D'une part, ce sont à chaque fois des professions qui sont diplômées du supérieur et il y avait cette idée que la compétence scolaire venait effacer, neutraliser en quelque sorte le stigmate du genre et que la féminisation qui semblait inéluctable montrait bien que désormais les jugements de compétence allaient primer sur tout autre jugement sensible au sexe de la personne. Et la féminisation de la magistrature en était un bon exemple, parce qu'à partir du moment où les épreuves ont été anonymes, on a eu effectivement une forte féminisation du corps. Et puis aussi, en tout cas, pour la magistrature, c'est l'appartenance à la fonction publique d'État qui a joué qui a fait écran pendant longtemps. Puisque le statut est pensé comme protecteur. Et donc, pendant longtemps, il n'y a pas eu de travaux sur les questions de plafond de verre dans la fonction publique d'État. L'idée même qu'il puisse y avoir des inégalités de salaire était un impensable, puisque les grilles indiciaires étaient les mêmes. Et donc, voilà, il a fallu qu'on commence à regarder de près pour voir que par d'autres mécanismes, les inégalités de salaire existaient bel et bien. Donc, tout ça juste m'amène à la conclusion, enfin à la grande idée qui a déjà été développée ce matin, qu'il ne faut pas confondre féminisation numérique, mixité et égalité. Et c'est déjà Catherine Marie et Marie Buscato qui avaient parlé de féminisation ségrégative et inachevée, qui concernait particulièrement les professions supérieures, masculines à l'origine et qui se sont toutes féminisées, mais voilà, de façon inachevée, avec des avancées en termes de mixité qui ne se traduisent pas par l'égalité. Alors, par rapport du coup à ce constat-là, le premier travail qui reste à poursuivre, et ça a été bien montré à travers les interventions ce matin, c'est de continuer à décrire la diversité des trajectoires et leur répartition sexuée. Et pour l'instant, je dis juste diversité des trajectoires et je ne dis pas tout de suite inégalité, parce que je pense que ça fait partie aussi du questionnement. Alors, dans la diversité des trajectoires, il y a bien sûr le phénomène de plafond de verre dont on a beaucoup parlé, la question de l'accès aux plus hautes fonctions et de tous les
les obstacles effectivement qui peuvent émerger pour les femmes. Et donc là, les statistiques jouent un rôle essentiel. On l'a dit, par exemple pour les inégalités de salaire, évidemment, mais aussi, par exemple, quand on raisonne sur les promotions, de pouvoir le rapporter au vivier réel des candidatures pour casser l'idée que quand même, il y a quelques femmes, donc ça va, mais une fois rapporté au vivier réel des candidatures, on se rend compte qu'elles sont malgré tout sous-représentées. Mais je pense qu'il ne faut pas renoncer à décrire ce qu'on appelle en sociologie du travail les carrières horizontales, sans forcément parler de parois de verre ou quoi, puisque les carrières horizontales permettent aussi de comprendre des jugements symboliques un peu plus informels sur les postes qui sont plus ou moins valorisés. Donc, regardez de près les différences selon la taille des tribunaux, selon l'implantation géographique, selon alors la taille des tribunaux, mais ça peut être la taille des études ou des cabinets, bien sûr, si on est du côté notaire, avocat, etc. Selon les secteurs de spécialisation, mais aussi les réputations des services, selon la pression du contentieux, selon un chef de service, etc. Il peut y avoir des dimensions symboliques un peu différentes. Donc, juste pour rappeler qu'il ne faut pas préjuger que toute différence est forcément inégalité. C'est une façon de rejoindre un peu ce que disait Laurent ce matin. Il peut y avoir différents types de réussite professionnelle et différentes carrières horizontales qui sont plus ou moins valorisantes et qui donnent plus ou moins accès ensuite aux carrières verticales, au phénomène de promotion. C'est-à-dire, il a été dit, par exemple, les femmes sont mobiles, oui, mais si c'est être mobile entre justice des mineurs, justice aux affaires familiales, etc., ce n'est pas exactement la même chose que si on est mobile, on va un peu au pénal, au civil, au parquet, etc. Et donc, c'est regarder aussi ces carrières horizontales pour voir comment elles peuvent déboucher sur des inégalités plus verticales, mais comment aussi elles peuvent correspondre à alors des préférences, on va dire, qui sont effectivement diverses. L'autre élément qui me paraît important, donc ce qui a été dit ce matin, et aussi dans cette idée de ne pas toujours préjuger tout de suite en termes d'inégalité, c'est de réussir à saisir les mouvements contradictoires. Ça a été dit, les inégalités, elles se déplacent à chaque fois. Alors là, tu l'as rappelé avec la question des mécanismes paritaires et qui du coup, voilà. Mais il peut y avoir des situations aussi, on l'a vu avec l'administration pénitentiaire, où il y a des féminisations par le haut et en même temps qui coexistent avec des formes d'inégalité extrêmement saillantes encore et brutales. Donc, c'est aussi saisir cette dynamique de réciprocité permanente entre une avancée malgré tout, une avancée en termes d'égalité, de mixité, etc., mais qui toujours produit des déplacements des inégalités et des recompositions. Et enfin, le troisième élément en continuité avec tout ça, c'est que je pense que c'est important de penser la diversité des positions des femmes. Il peut y avoir des femmes, effectivement, qui ont déjà une conscience féministe et qui sont engagées de ce point de vue-là ou pas du tout. Des femmes qui ont été pionnières en accédant à certains niveaux de la hiérarchie ou pas. C'est-à-dire qu'il faut à la fois continuer à décrire les mécanismes structurels, notamment par le biais des statistiques, mais rendre compte aussi des cas minoritaires, des cas résiduels qui sont souvent du coup dans une petite case des statistiques, mais qu'on peut saisir par les entretiens et qui participent aussi à une meilleure cartographie de ce qui existe. Le dernier élément que je voulais dire sur cette question des professions et de la division sexuée au travail et cette question des carrières, c'est aussi de réfléchir à la façon dont le genre est construit dans les discours.
puisque le genre, c'est avant tout une façon de construire justement une représentation du féminin et du masculin, et donc de penser cette séparation, mais aussi d'accrocher une hiérarchie à cette séparation en valorisant du coup ce qui relève du masculin ou ce qui relève du féminin. Et là, il me semble aussi important de ne pas penser le masculin et le féminin uniquement au singulier. Et c'est important aussi de même qu'il ne faut pas penser le groupe des femmes comme un ensemble homogène. Et il me semble qu'on en a eu un bon exemple ce matin. Par exemple, si on pense au style de masculinité hégémonique en prison, on a là une virilité dure qui est sur voilà, la question du rapport de force, d'être capable de tenir, de jouer de la contrainte, de la violence légitime, etc. On voit bien qu'au sein de la magistrature, il y a bien aussi une masculinité hégémonique qui permet voilà, de faire fonctionner un plafond de verre, mais qui n'est pas du tout du même registre. Et j'irai même plus loin. On peut imaginer que la masculinité hégémonique à la Cour de cassation n'est pas exactement la même que la masculinité hégémonique au parquet. Voilà, on peut, si on reprend des travaux qui avaient eu lieu, il y avait un article de Christian Moinard qui n'était pas du tout sur le genre, mais qui était sur la plume aristocratique et la plume gestionnaire. On pourrait aussi relire ça en termes de masculinité hégémonique. Au parquet, c'est plutôt l'efficacité, être sur le terrain, aller vite, etc. Alors que sinon, ce serait plutôt la raison contre l'émotion. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut aussi voir, c'est pour ça que le concept de stéréotype est peut-être un peu un piège, parce qu'on pense toujours aux mêmes stéréotypes. Les femmes sont du côté du maternage, de la diplomatie, la négociation. En fait, les formes de masculinité hégémonique et de féminité sont multiples, et c'est bien pour ça que les inégalités se recomposent toujours, parce qu'on peut jouer sur les masculinités qui vont être dominantes et qui vont être parfois complètement invisibilisées. Et c'est là aussi une des difficultés, par exemple dans la magistrature, ou même j'aurais tendance à dire du côté des avocats, c'est que ce ne sont pas des masculinités hégémoniques agressives. Vous n'allez pas avoir des propos très dépréciatifs sur les femmes pour dire que voilà, elles sont forcément trop... Enfin, on peut encore avoir des choses sur l'émotivité des femmes, mais quand même, il y a une forme de contrôle. Et ce qu'avait montré un ouvrage collectif sur le plafond de verre et l'État, qui travaillait sur les ministères, c'est que les hauts fonctionnaires se prononcent pour l'égalité, etc. Donc, les hommes ont un discours voilà, parfait, j'ai envie de dire, en termes d'égalité, mais en termes de pratique, les discriminations ressurgissent. Et derrière cette invisibilité, cette neutralité, il va par exemple y avoir une façon de jamais parler de sa vie privée, de considérer que la vie privée, c'est un problème d'organisation pour les femmes et ça n'impacte pas. Donc, c'est justement en travaillant sur des petits objets, pour reprendre l'idée qu'on avait eue, en regardant qui parle de sa vie privée, comment effectivement sont gérés les congés, c'est en lien avec cette enquête-là, ou comment les femmes cherchent à invisibiliser à tout prix leur grossesse, leur congé de maternité, etc. On retrouve des contraintes de genre. Voilà, la neutralité et l'invisibilité peuvent jouer comme des contraintes de genre et peuvent participer au maintien d'une division sexuée et d'une domination masculine. Donc voilà, ce que je voulais peut-être ajouter sur cette question des professions de la justice et du droit. J'en viens à mon deuxième point, mais je ne sais plus du tout. D'accord, 5 minutes, donc il est 40, ok. Donc, sur le traitement différencié des justiciables, donc on l'a évoqué, il y a deux aspects et on l'a très bien vu notamment avec ce qu'a raconté Muriel Mille tout à l'heure. Il y a à la fois le traitement différent d'un juge à l'autre, qui a été une question effectivement pendant très longtemps un peu tabou. Anne Wajol disait c'est un non-objet parce qu'il y avait le risque ensuite de donner l'idée que les juges n'étaient pas
n'étaient pas impartiaux et qu'il y avait une inégalité de traitement. Et puis, le traitement différent selon les propriétés des justiciables, avec cette question essentielle pour les féministes du droit. Est-ce que le droit reproduit les inégalités de genre ou est-ce que le droit peut être utilisé comme un outil d'émancipation ou en tout cas un outil de compensation des inégalités existantes. Alors là, il y a 3 choses qui me semblent importantes et qui ont déjà été évoquées. Il y a 3 effets qu'on peut distinguer, mais je vais aller vite parce qu'on l'a évoqué ce matin. Il y a effectivement un effet juge, en sachant que d'un juge à l'autre, il peut y avoir des traitements plus ou moins différenciés entre les hommes et les femmes. Hein. C'est une collègue Anne Payet qui parle de différenciation au carré. Donc, il peut y avoir des différences entre des juges qui ont un traitement très différent des hommes et des femmes, que ce soit parce qu'ils discriminent, ils ont un traitement plus défavorable des femmes ou au contraire sont plus sensibles d'ailleurs à leur demande. Hein. Donc voilà, il y a un effet juge, il y a un effet de la loi elle-même, hein, ce qui a été rappelé. Et là, je voulais juste mentionner rapidement une distinction que je trouve très parlante de Carol Smart, qui est donc une juriste américaine et qui distingue 3 cas. Les cas où la loi est sexiste, hein, par exemple, les femmes sont exclues du droit de vote. Bon, voilà, ça c'est clair. Les cas où la loi est masculine, c'est-à-dire est androcentrée, on en a parlé, elle se donne à voir comme neutre, mais en fait, elle a un référentiel masculin qui s'avère défavorable aux femmes. Donc, pour les maladies professionnelles, ça va être des maladies professionnelles construites en référence à des risques industriels, d'intoxication par un produit, etc., et qui délaissent les contextes organisationnels et les violences de type psychologique, où la loi is, alors en anglais, ça va être gendered, donc est genrée, c'est-à-dire produit du genre. Et ça, et je pense que là aussi, des fois, on a tendance à tout mettre ensemble quand, par exemple, ce que raconte le collectif 11 sur le fait que les JAF valorisent le travail des hommes et incitent en permanence les mères à être beaucoup plus disponibles pour leurs enfants, c'est pas simplement un effet de stéréotype, c'est à ce moment-là, on produit du genre, on renforce des rôles genrés. Donc, voilà, on n'est pas simplement dans la reproduction. Et puis, le 3e effet, c'est un effet affaire, c'est-à-dire quelles sont les affaires portées par les hommes et les femmes, comment ces affaires ont été travaillées en amont par les auxiliaires de justice. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a vu avec Aude Lejeune ce matin. Bon, je vais vite, mais juste, je veux arriver au point de ma conclusion qui va rejoindre quelque chose qui a été dit. C'est comment penser les différences et les inégalités de genre sans les réifier et sans les essentialiser. Et je trouve que c'est quand même un point important puisqu'on n'arrête pas de parler des femmes et des hommes. Hein, et donc, il y a toujours ce risque d'être un peu contre-productif. Et en voulant abolir l'inégalité, les différences, etc., on est déjà obligé de la rendre visible et donc de constituer des groupes un peu fictifs des femmes et des hommes pour montrer cette inégalité et justement ensuite essayer de la déconstruire. Donc, par rapport à ce point de vigilance sur lequel je voulais attirer l'attention, il y a 2 choses, moi, qui me paraissent 2 pistes, qui me paraissent possibles et importantes. La première, c'est de toujours penser l'action du genre en situation, dans des secteurs de la justice et des milieux professionnels bien particuliers, puisque justement les normes du féminin et du masculin peuvent
être différente d'un milieu professionnel à l'autre, et parce que aussi chaque secteur va procéder à un cadrage cognitif différent de ce qu'est être un homme ou une femme. Et je souscris complètement à ce qui a été dit, le fait que beaucoup de travaux portent, enfin, non, je vais le dire différemment, que beaucoup des travaux qui ont posé la question, par exemple, du genre du juge, concernent la justice familiale ou la justice des mineurs, et sans doute pas un hasard, parce que là, on voit avant tout des mères, ce sont les questions éducatives, etc. Et il y a un enjeu à poser ces questions de genre dans d'autres secteurs qui s'affichent moins comme genrés, typiquement le pôle social ou le travail. Et c'était marrant d'entendre Aude Lejeune ce matin qui disait « Moi, au début, je ne me posais pas la question du genre en m'intéressant au prud'homme. Moi aussi, en allant au pôle social, je ne me posais pas spécialement la question du genre. Et en même temps, bah oui, le genre est partout, il est là aussi. » Et penser le genre quand les femmes ne sont pas cadrées juridiquement et cognitivement comme des mères, mais quand elles sont cadrées comme des travailleuses, quand elles sont cadrées comme des personnes malades dans le contentieux, voilà, au pôle social, assurance maladie, ou quand elles sont cadrées comme retraitées et anciennes travailleuses, ou quand elles sont cadrées comme bénéficiaires de droits sociaux, ben forcément, ça fait bouger quand même la façon de les percevoir. Donc le genre est toujours là, mais ça complexifie un peu les choses. Et pareil, dans les parcours d'accès au droit, les ressources dont elles disposent ne sont pas les mêmes. Si elles vont dans les conflits du travail, parce qu'elles ont moins accès aux syndicats, ou si elles vont dans les conflits avec l'administration, où là, possiblement, elles sont en contact avec des assistantes sociales, avec des services administratifs qui vont pouvoir les aider. Et le deuxième élément, et je vais m'arrêter là, c'est de penser l'action du genre de façon intersectionnelle. Voilà, ça a été dit, pour toujours, mais c'est apparu dans beaucoup d'interventions ce matin, pour toujours regarder aussi les femmes de classes sociales différentes, et voilà, avec le genre qui joue plus ou moins, hein, ça a été dit sur l'enquête de la justice du collectif 11, hein, les différences de genre jouent moins, ou en tout cas de façon plus invisible, plus masqué en haut de la hiérarchie sociale. Donc voilà, donc le genre comme principe de différenciation et de hiérarchisation, il est structurant, mais en même temps, il peut prendre des formes variables, il peut correspondre à des pratiques, des catégories de pensée qui, est variable. Donc la structure est là, mais les formes manifestes qu'elle prend varient, et c'est ça ce qui ouvre un champ de recherche particulièrement riche. Merci beaucoup Delphine pour cette grande synthèse et propice à de nombreuses pistes de recherche. J'espère que les chercheurs seront là et en tout cas, nous, on a des éléments à mettre en place dans notre futur appel à projet. Est-ce qu'il y a des questions sur les interventions ? Juste faire une micro-observation. Merci beaucoup à toutes les deux. En fait, je voulais revenir sur les services de nettoyage parce que c'est un sujet que j'ai souvent abordé, moi, comme responsable d'un établissement ou quoi. Et derrière la question du fait que c'est externalisé, on s'aperçoit aussi qu'ils sont à 95% des femmes. Hein. Et quand on les voit passer dans nos bureaux, on en parlait, je crois, avec toi aussi une fois, quand on les voit passer dans nos bureaux à 5h, 6h, 7h du soir, ou voire plus, et qu'on commence à discuter, qu'on s'aperçoit qu'elles ont des enfants, qu'elles ne les voient jamais, voilà, ou quand on les croise dans le métro à 6h du matin, on voit que derrière, il y a un enjeu d'égalité qui est énorme. Et c'est très, très lourd de faire bouger une administration sur la question. Et ça entraîne un autre effet quand on réussit à faire bouger l'administration. Le nettoyage se fait pendant les heures de bureau, ce qui n'est absolument pas insurmontable, hein, contrairement à ce que tout le monde disait au départ. Et ça rend aussi plus visible non seulement des femmes, mais aussi d'autres catégories sociales. Et je trouve que c'est un excellent exemple.
Merci. Je ne sais pas si c'est une question ou une observation. J'entendais peut-être sur le plan des méthodes et des axes de recherche pour faire écho à ce que vous disiez. D'abord sur la question des méthodes. On a parlé beaucoup ce matin des justiciables et je me faisais la réflexion de mesurer combien le litige était un objet construit, parce que notamment en matière civile, par définition d'ailleurs, c'est l'objet des parties, et c'est un objet qui peut être construit aussi à travers des biais de confirmation, hein. C'est un peu ce qui était évoqué, enfin en tout cas ce qui a fait écho à l'observation d'Anne Lejeune sur les inspecteurs du travail et le fait que finalement on a un salarié masculin venant avec peut-être une attitude plus belliqueuse, peut-être inscrite d'ailleurs dans le stéréotype qu'il a, lui, de la masculinité qu'on attend, qui serait belliqueuse, et qui par conséquent va être orienté davantage vers le recours en justice ou en tout cas vers la requête ou vers le contentieux, là où potentiellement une femme va être par l'effet conjugué des stéréotypes et de la personne qui vient consulter et puis de l'officier de justice ou en l'occurrence de l'inspecteur du travail qu'il consulte, orienté vers une voie, on va dire, alternative au conflit, par exemple. Donc, j'ai lu à travers les exemples qu'il était question de faire une enquête, un peu comme une enquête de victimation, quoi. En tout cas une enquête téléphonique en population générale, si j'ai bien compris, avec un nombre de personnes important. Je me demandais s'il était envisagé de faire une enquête aussi auprès de ces auxiliaires de justice. Je pense en particulier aux avocats et aux avocates, par exemple, sur la perception que eux et elles peuvent avoir de la demande en justice qui est formulée par les uns et les autres dans leur cabinet. Donc ça, c'était la première question. Ça fait écho aussi à ce que disait d'ailleurs Barbara Thomas David, hein, sur les notaires. Et puis, il a été question des petits objets. Et moi, je pensais, entre guillemets, aux petits sujets. On observe beaucoup dans les juridictions aujourd'hui un homme providentiel, hein. Il y a un greffier qui est attendu comme l'homme providentiel. Il y a un directeur de greffe, enfin un homme, se dit tout le monde. Et c'est intéressant de voir comment, à la lumière de ce rapport de nombre inversé, le rapport du genre se reproduit ou pas, ou se réinvente, pour reprendre le mot de Cécile Rambourg ce matin. Et on est vraiment à la valeur différentielle des sexes, puisque du coup, va être potentiellement survalorisé ou pas, mais en tout cas, ça mériterait d'être interrogé peut-être, le masculin dans cette nouvelle configuration professionnelle. Je demandais juste l'autorisation avant parce que c'est juste un petit rebond sur la question de l'enquête, etc. Il y a une interrogation qui a été portée aussi par le groupe sur le suivi des parcours des justiciables et singulièrement, première instance, appel cassation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans des catégories de litiges des hommes ou des femmes qui vont être plus tenaces, on dirait quérulents quand on est agacé, pour voir voilà, qui va aller jusqu'au bout, va aller, voilà, et sur quel type, et séparer les hommes et les femmes. Donc essayer de reconstruire un peu le parcours, en tous les cas au sein de notre institution déjà, ce serait bien. Puis avant, encore mieux. Voilà. Pardon, c'était juste parce que c'était en... Merci. Ouais. Moi, en fait, c'était une petite remarque concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'institutionnalisation des études de genre, parce qu'il me semble que effectivement, alors je suis Gaëlle Gillot, je suis chercheuse à l'IRD et enseignante à Paris 1. Et en fait, la question, elle se pose toujours de qui travaille sur les études de genre aussi, hein, le nécessaire appui des institutions aux femmes qui sont majoritaires dans les études de genre et qui potentiellement peuvent aussi provoquer des retards de carrière parce qu'on considère souvent que travailler sur le genre, c'est un peu plus secondaire ou alors c'est des choses entre les femmes et que ça ne concerne donc pas tout le monde ou on va le regarder un peu après. Et malgré la transversalité des études de genre qui normalement devrait être là partout, on s'aperçoit que c'est souvent la dernière roue du carrosse. Moi, je travaille sur les questions d'aménagement, donc je suis là un peu, bon, peu importe. Et donc, mais même dans des villes comme Paris, par exemple,
qui se montrent exemplaires sur les questions de genre, etc. En fait, dans les études, les diagnostics et tout, les études de genre, elles sont, le genre, c'est souvent le truc qui est en annexe. Et donc, quand on a vu plusieurs études qui se font, on dit, en fait, on n'avait pas pensé à avoir une approche de genre. Moi, ça m'étonne toujours encore. Et c'est pour ça que je trouve que ce que vous avez dit sur l'institutionnalisation, c'est hyper important pour que ça devienne automatique, en fait, et pas seulement quelque chose que des militantes ou des personnes qui sont formées à ces questions-là prennent en main, mais que ce soit une question juste normale, en fait. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus et vous remercier d'avoir souligné cette question. Merci.